Bonjour. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet aujourd'hui. On a devant nous quelque chose d'un peu particulier. Ah oui, Oui, ce n'est pas un livre ancien lui-même, mais la notice qui l'accompagne, dans sa version numérique, celle fournie par Google. d'accord, comme une sorte de métadonnée ou de note d'intention? Exactement. C'est comme lire les notes de l'archiviste numérique avant d'accéder au trésor. Et ce texte, il provient d'un livre du domaine public, qui a été numérisé dans le cadre du projet Google Livres. Intéressant comme point de départ. Oui, et le voyage de ce livre est assez fascinant, vous trouvez pas? Il était sur une étagère de bibliothèque, peut-être depuis des décennies, voire des siècles. Mhm. Et hop, il passe sous un scanner Google et il se retrouve transformé en fichier numérique accessible là, sur nos écrans. C'est vrai que c'est une transformation radicale. Et tout ça, ça fait partie d'une initiative immense qui vise à rendre le patrimoine écrit mondial découvrable en ligne. Une ambition énorme, effectivement. Alors, notre mission aujourd'hui, ça va être de décortiquer cette préface technique de Google. Qu'est-ce qu'elle nous apprend vraiment sur le concept de domaine public à l'heure d'Internet? Oui, et quel est le rôle exact de Google là-dedans? C'est ça. Et surtout, quelles sont les règles du jeu pour utiliser ces ressources numérisées? Bon, allez, on y va, on explore ça en profondeur. Qu'est-ce que ça révèle sur l'accès au savoir aujourd'hui et sur les conditions de cet accès? C'est une excellente approche. Parce que ce document, même s'il a l'air technique, il est vraiment riche en implications. Il nous ouvre une fenêtre sur les mécanismes et même la philosophie derrière cette numérisation de masse du patrimoine. D'accord? Alors, commençons par le concept central, le domaine public. Le texte de Google le définit assez clairement. Ce sont des œuvres dont le droit d'auteur a expiré ou qui, bon, n'y ont jamais été soumises. Une définition classique en somme. Oui, et c'est présenté comme une passerelle vers le passé, une source immense d'histoire, de culture, de connaissances. La promesse d'un accès à notre héritage collectif, quoi. Ça fait rêver. Cependant, et là c'est crucial, le texte souligne tout de suite une complexité majeure. Le statut de domaine public, ce n'est pas une notion universelle. Ah, voilà le hic. Exactement. Un livre peut être libre d'accès et d'usage aux États-Unis, par exemple, mais toujours protégé par le droit d'auteur dans un autre pays. Les lois, surtout la durée de protection, varient énormément. D'accord. Point absolument fondamental qui va colorer toute notre discussion sur l'accès dit universel. C'est un point essentiel, effectivement. Et quand on pense à la richesse potentielle qui se trouve dans ce domaine public, toutes ces idées, ces histoires, ces découvertes qui ont façonné notre monde, Oui, et qui sont souvent difficiles à trouver physiquement. c'est ça. Le texte source mentionne même qu'on peut retrouver dans les copies numériques des traces du livre physique, des marques, des annotations, des cachets de bibliothèque. Ah oui, c'est fascinant ça. C'est comme si la numérisation capturait pas seulement le texte, mais aussi un peu de l'âme, de l'histoire de l'objet lui-même. Ça ajoute une dimension presque émouvante à la consultation numérique, je trouve. Tout à fait, ça préserve une partie de l'histoire matérielle de l'exemplaire. Absolument. Bon, parlons maintenant du projet Google Livres lui-même. Le document, il met en avant le partenariat entre Google et les bibliothèques pour faire cette numérisation. Mhm. Google se décrit comme un acteur qui facilite l'accès, presque comme un gardien de ses biens publics. Comment on interprète ce rôle qu'il s'attribue? C'est une question clé. L'objectif affiché est noble, bien sûr. Rendre ces matériaux accessibles au plus grand nombre, les sortir des réserves parfois poussiéreuses pour les offrir au monde entier via le web. La promesse est belle. Mais le texte est aussi très pragmatique, voire direct sur un aspect. Ce travail est coûteux. La numérisation, l'indexation, le stockage, tout ça, ça représente un investissement financier et technologique colossal. Oui, on imagine bien. Et c'est cette réalité économique qui est invoquée pour justifier ce que Google appelle les mesures pour prévenir les abus par des partis commerciaux. Ah, là on touche à quelque chose d'important. L'équilibre entre l'accès et le contrôle. Ces abus commerciaux, c'est une formule intéressante. Est-ce que ça veut dire que l'accès offert n'est pas si public que ça finalement? Bah, Que Google se positionne non seulement comme numérisateur, mais aussi comme régulateur de l'usage? c'est exactement la tension qui traverse ce document. D'un côté, l'idéal d'un accès universel à la connaissance. De l'autre, la nécessité pour Google de protéger son investissement et peut-être aussi de s'assurer que cette manne numérique ne soit pas exploitée d'une manière qui pourrait nuire à ses propres intérêts ou à ses modèles économiques futurs. D'accord.
Ce qui est frappant ici, c'est de voir comment cette justification économique, eh bien, elle façonne directement les règles d'utilisation qui sont imposées, même pour des œuvres qui sont, en théorie, libres de droit. Et c'est là qu'on entre dans le détail des fameuses lignes directrices d'utilisation. Ces règles sont présentées comme les conditions sine qua non pour accéder à ces fichiers numérisés. La première, c'est usage non commercial. Ça semble clair, mais quelles en sont les limites exactes ? Alors, le texte dit « Nous avons conçu Google Book Search pour un usage individuel et nous vous demandons d'utiliser ces fichiers à des fins personnelles et non commerciales. » Donc, pour lire chez soi, faire une recherche pour ses études. C'est ça. L'intention affichée est de favoriser la lecture, la recherche personnelle, l'étude, mais ça exclut d'emblée toute forme de réutilisation qui pourrait avoir une finalité lucrative, même indirecte. Par exemple. Par exemple, intégrer massivement ces textes dans une application payante ou les utiliser comme base pour créer des produits dérivés commerciaux. La frontière peut parfois être floue, c'est vrai, mais l'esprit est restrictif quant à l'exploitation économique directe du fichier fourni par Google. Mais alors, ça pose une question sur la nature de ce domaine public numérique, non ? Si l'œuvre originale est dans le domaine public, pourquoi l'accès à sa copie numérique serait limité à des usages non commerciaux ? N'est-ce pas une forme de réappropriation, même partielle, par l'acteur qui a numérisé ? C'est un débat juridique et philosophique assez complexe. Google pourrait argumenter qu'il ne restreigne pas l'usage de l'œuvre originale si on peut la trouver ailleurs, mais spécifiquement l'usage du fichier numérique qu'ils ont créé et mis à disposition. Ah, la nuance est là. Oui, un fichier qui est le fruit de leur travail coûteux. C'est qu'une distinction subtile mais importante dans leur argumentation, ils contrôlent l'accès à leur copie, pas l'œuvre elle-même dans l'absolu. Sauf que... Mais en pratique, bien sûr, pour beaucoup d'utilisateurs, la copie Google est la seule qui soit facilement accessible, ce qui rend la restriction très concrète. Très juste. Deuxième règle, pas de requête automatisée. Alors là, on entre dans le technique. Interdiction d'envoyer des robots, des crawlers, explorer les livres. C'est ça. Mais cette interdiction, n'est-ce pas un peu contradictoire avec l'idée de rendre le savoir universellement accessible et utile ? Surtout pour la recherche moderne, qui repose de plus en plus sur l'analyse de données textuelles à grande échelle. Vous mettez le doigt sur une contradiction apparente, et c'est fascinant de voir comment Google la gère. D'une part, oui, l'interdiction générale est claire, pas de bots, pas de téléchargement massif automatisé. Pourquoi ? La justification est double. Protéger les serveurs d'une surcharge et empêcher la copie systématique qui pourrait contourner l'usage non commercial ou d'autres restrictions. Logique, d'un point de vue technique. Mais, et c'est là que ça devient nuancé, le texte ouvre immédiatement une porte dérobée. Google invite explicitement les chercheurs qui travaillent sur des domaines comme la traduction automatique, la reconnaissance optique de caractères OCR ou toute autre recherche qui nécessite l'accès à de grandes quantités de texte, eh bien, à les contacter directement. Ah d'accord, donc ils peuvent faire des exceptions. Plus que ça. Ils disent même encourager l'utilisation de matériaux du domaine public à ces fins et pouvoir être utiles. C'est donc une dualité très calculée. Une interdiction de façade pour le grand public et les usages non sollicités, mais une ouverture contrôlée et négociée pour des projets de recherche spécifiques jugés légitimes ou peut-être même stratégiques pour Google. En gros, ils gardent la main, ils décident qui peut accéder à quoi et comment. Malin, en effet. Ça permet de conserver le contrôle tout en affichant une ouverture à la recherche. Passons au troisième point. Maintien de l'attribution. Il s'agit du fameux filigrane Google qu'on voit sur chaque page. Pourquoi est-il présenté comme si essentiel ? C'est juste une question de pub pour Google ? Alors, le texte lui donne deux fonctions officielles. Premièrement, informer l'utilisateur qu'il consulte un document issu du projet Google Livres, c'est la partie conscientisation et branding, effectivement. D'accord. Deuxièmement, ce filigrane contiendrait des informations techniques, même si elles sont invisibles à l'œil nu, qui aident l'utilisateur à retrouver le document ou d'autres informations via le moteur de recherche Google Livres. Ah, c'est aussi technique. C'est présenté comme un élément technique intégré au fichier, essentiel à sa fonctionnalité dans l'écosystème Google. La consigne est donc impérative. Veuillez ne pas le retirer. Le retirer, ce serait violer les conditions d'utilisation de cette copie numérique spécifique. Donc, même pour un livre du domaine public, on ne peut pas obtenir une copie propre via ce service. Le lien avec Google reste indélébile.
C'est une autre forme de contrôle, subtile mais bien réelle. Exactement. C'est une signature qui rappelle constamment la provenance et l'intermédiaire. Et ça nous amène au quatrième et dernier point, peut-être le plus lourd de conséquences pratiques, rester dans la légalité. Keep it legal. Ah là là. Le message semble simple, c'est votre problème, pas le nôtre, en gros. Attendez, donc Google investit des millions pour numériser des livres, les met en ligne, les rend accessibles d'un clic partout dans le monde, mais se décharge ensuite complètement sur l'utilisateur pour savoir s'il a le droit de consulter ce livre dans son pays. C'est ça. Ça semble pour le moins paradoxal, voire un peu irréaliste comme attente pour l'utilisateur moyen, non ? Comment savoir si un livre de 1880 est encore sous copyright en Pologne ou au Brésil ? C'est précisément la complexité et, on peut le dire, l'absurdité pratique de la situation juridique actuelle que ce point met en lumière. Techniquement, la diffusion est globale, ça c'est facile. Oui. Légalement, le droit d'auteur reste un patchwork de lois nationales avec des règles et des durées très différentes. Face à ce casse-tête juridique international qui est ingérable à grande échelle, Google adopte la position la plus prudente pour lui-même. Il place l'entière responsabilité sur l'utilisateur final. C'est un peu fort quand même. Le texte est sans équivoque. Ne supposez pas que l'apparition d'un livre dans Google Book Search signifie qu'il peut être utilisé de quelque manière que ce soit n'importe où dans le monde. C'est écrit noir sur blanc. Waouh. Ils insistent lourdement sur le fait que le statut de domaine public aux États-Unis, où le projet a largement commencé, ne garantit rien ailleurs. Et ils ajoutent un avertissement assez sévère sur les conséquences potentiellement graves de la violation du droit d'auteur. Donc, en clair, débrouillez-vous. C'est un dégagement de responsabilité totale. L'accès est offert, oui, mais sous condition et sous la seule responsabilité légale de celui qui clique. Cela soulève une question fondamentale sur ce que signifie réellement rendre accessible mondialement quand le cadre légal est si fragmenté. C'est un avertissement très fort, c'est vrai. Ça refroidit un peu l'enthousiasme initial face à cette immense bibliothèque numérique. Ça montre bien les limites actuelles d'un domaine public véritablement global et facilement utilisable. Tout à fait. Maintenant, si on élargit un peu, comment tout ce projet, avec ses ambitions et ses restrictions, comment est-ce qu'il s'insère dans la mission plus générale que Google affiche, organiser les informations à l'échelle mondiale et les rendre universellement accessibles et utiles ? Vu sous cet angle, Google Livres s'inscrit logiquement dans cette mission. Il s'agit bien d'organiser une catégorie massive d'informations, le contenu des livres imprimés, et de la rendre indexable, consultable, donc accessible et utile via un moteur de recherche. Oui, ça colle avec leur slogan. Le document le présente d'ailleurs comme bénéfique pour tous. Les lecteurs découvrent des livres, les auteurs et éditeurs peuvent atteindre de nouvelles audiences. Ça correspond parfaitement à la rhétorique de Google sur la démocratisation de l'information. Mais Cependant, notre analyse des lignes directrices montre que universellement accessible et utile est une formule qui doit être comprise avec ses nuances et ses conditions. L'accessibilité est technologique, certes, mais pas forcément juridique. c'est le grand mais. Voilà. L'utilité est orientée vers certains usages personnels, recherche encadrée et restreinte pour d'autres, commerciaux, extraction massive non autorisée. Le projet sert la mission globale, oui, mais dans un cadre qui préserve les intérêts de Google et qui tient compte des contraintes légales et économiques. D'accord. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée dans les coulisses numériques de Evelyne ? D'un côté, il y a cette avancée indéniable, un accès potentiel à une part gigantesque de notre héritage culturel et intellectuel. Une bibliothèque virtuelle incroyable. C'est ça, inimaginable il y a quelques décennies. La promesse d'une démocratisation du savoir semble à portée de main. C'est assez enthousiasmant. Oui, sur le principe. Mais de l'autre côté, cette exploration nous rappelle plusieurs choses importantes. Premièrement, l'effort colossal, notamment financier et technologique, derrière cette apparente facilité d'accès. Ce n'est pas magique, c'est un travail industriel. Un coût non négligeable, comme il le souligne. Deuxièmement, cet accès vient avec des conditions précises, qui encadrent l'utilisation et maintiennent une forme de contrôle par l'intermédiaire. Usage non commercial, pas de requête massive, le filigrane. Des garde-fous pour protéger leur investissement et leur plateforme. Et troisièmement, et c'est peut-être le point le plus crucial pour l'utilisateur final, la responsabilité légale écrasante qui lui incombe. L'avertissement sur les variations internationales du droit d'auteur et la nécessité absolue de vérifier le statut d'une œuvre dans son propre contexte sont primordiaux. L'accès global ne signifie pas droit d'usage global. C'est ça le message clé peut-être.
C'est une excellente synthèse. La facilité technique de l'accès masque une complexité juridique et une série de conditions d'utilisation qu'il est essentiel de comprendre. Et cela nous laisse avec une question, pour prolonger la réflexion, une interrogation qui émerge directement de ces constats. Je vous écoute. Si la numérisation massive, comme celle menée par Google, transforme radicalement notre capacité à accéder aux textes du passé, comment cela modifie-t-il notre relation même à l'histoire, à la connaissance accumulée? Bonne question. Est-ce que le fait de pouvoir googler des siècles de littérature change la façon dont nous valorisons, dont nous étudions, dont nous interprétons ces œuvres? La facilité d'accès risque-t-elle de banaliser ou au contraire de stimuler de nouvelles formes de curiosité et de recherche? C'est tout un débat. Et surtout, face à cette fragmentation juridique tenace qui complique l'utilisation transfrontalière de ces ressources numérisées, malgré la promesse technologique d'un accès sans frontières, quel avenir peut-on imaginer pour un domaine public qui serait réellement universel et fonctionnel à l'ère numérique? Peut-on dépasser ce paradoxe? Peut-on dépasser ce paradoxe d'une technologie globale bridée par des lois locales? C'est sans doute l'un des grands défis pour réaliser pleinement l'idéal d'un savoir véritablement partagé et accessible à tous, partout. Voilà, je pense de quoi continuer à crever.